L'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir 4 balles pour le comptable de Jean Volmier, avec Jean Péméja, Raoul Guillet, Hugues Liez, Michel Clinchy, Robert Martin, Pierre Delbon, Gaëtan Jor, Viviane Gosset et Monique Thierry. Réalisation Georges Gravier. Je vais vous lire votre déposition. Je sous-signé René Delacroix, conducteur à la RATP, demeurant 6 rue Briden, Paris 17e, etc., déclare: le 25 octobre, à minuit 30, je stoppais à la station La Fourche. Il n'y avait qu'un seul passager sur le quai. Je ne lui ai pas prêté une attention particulière, mais j'ai tout de même remarqué sa barbe noire et son chapeau, dont les bords étaient rabattus sur ses yeux. Le col de son pardessus était relevé, je crois bien qu'il était gris. C'était un homme de taille moyenne, entre 50 et 60 ans. Je me souviens qu'il avait la main droite enfoncée dans une poche de son pardessus. Je ne vois aucun autre détail à signaler. C'est bien cela, monsieur Delacroix? Tout à fait exact, monsieur l'inspecteur. À cette heure-là, je n'avais d'ailleurs qu'une idée. Terminer mon service et rentrer le plus vite possible chez moi. D'autant que c'était l'anniversaire de ma fille. Elle avait été au théâtre avec sa mère et nous devions faire un petit souper. Bien. Signez là, à droite. Je vous remercie. Je peux m'en aller? Pour le moment, ce sera tout. Mais si nous retrouvons votre passager, je vous demanderai de revenir pour l'identifier. D'accord, monsieur l'inspecteur. Voilà. Voulez-vous venir me voir, Delmouli? J'arrive, patron. Patron? Ah, oui, je viens de recevoir un coup de fil de l'hôpital Bichat. Avec les 4 balles qu'il a reçues, je me demande comment il est encore en vie. Une dans le bras gauche, une autre dans le poumon droit, la 3e dans la hanche et la 4e qui s'est coincée dans la colonne vertébrale. J'espère pour lui que la moelle épinière n'a pas été touchée. Une vraie passoire. S'il en réchappe, il aura une veine de pendu. La chirurgie fait souvent des miracles, patron. Bon, et vous, Delmouli? Où en êtes-vous de votre enquête? Ce n'est pas avec le signalement que m'a fourni le conducteur de la rame que j'irai loin. Quant au poinçonneur, il m'a donné pratiquement les mêmes renseignements sur le meurtrier présumé. Et la victime? J'ai pris ses empreintes, mais le gars n'est pas fiché au sommier. Comme on lui a fauché son portefeuille, on ne sait strictement rien de lui, du moins pour l'instant. J'ai fait publier sa photo dans la presse du soir et il y a bien quelqu'un qui se manifestera, un membre de sa famille ou son employeur. Première impression? La victime n'a pas l'air de rouler sur l'or. Des vêtements soignés, mais de confection bon marché. Un élément assez curieux néanmoins. À part un carnet de métro trouvé sur lui, 2 stylos à billes et un mouchoir, j'ai découvert dans une poche de sa veste une croix en acier très stylisée. Une croix? Oui, de la grandeur d'une main. Ah. Et vous en tirez quelle conclusion? Aucune pour l'instant. Je trouve le bonhomme singulier. Un chapelet à la rigueur, mais une croix de cette dimension. En gris, j'aurais immédiatement pensé à un curé en civil. Or, il portait des vêtements de sport. Enfin, les ecclésiastiques n'ont pas le monopole de la foi, Delmouli. Peut-être fait-il partie d'une secte. Ça ne manque pas à Paris. En tout cas, je n'ai pas le sentiment qu'il s'agit là d'un crime crapuleux. 4 balles pour un portefeuille, c'est trop, non? Sait-on jamais. Avec cette nouvelle génération de tueurs qui vous descendent un homme pour 3 fois rien. Et ces derniers temps, on les compte plus, les attaques dans le métro. L'autre jour, à 20h, un étudiant s'est fait assommer à Solferino, vous vous rendez compte? À 20h, alors. Il faut reconnaître en effet que les petites frappes ont parfois la détente facile. En tout cas, le bonhomme qui a tiré sur notre client me donne l'impression d'avoir été passablement énervé. 4 balles, coup sur coup, ça ressemble davantage à une exécution qu'à une simple agression. Bon, prévenez-moi dès que vous aurez identifié la victime. Ok, patron.
Où pourrais-je voir le patron du garage? Dans le fond, montez l'escalier, première porte à gauche. Merci. Monsieur Forrest? C'est moi-même, oui. Inspecteur Delmouli. Eh bien, vous avez été rapide. Ça fait à peine 20 minutes que je vous ai téléphoné. Asseyez-vous. Merci. Ainsi, vous avez reconnu votre comptable dans le journal. Ah, ça, c'est bien lui, il n'y a pas l'ombre d'un doute. D'ailleurs, je ne vous aurais pas appelé si n'en avait pas été certain. Parlez-moi un peu de lui. Oh, un très bon employé, sérieux, scrupuleux, un peu maniaque, peut-être. Pour un comptable, il n'y a pas lieu de s'en plaindre. Tenez, voilà d'ailleurs son dossier. Merci. Jacques Boussard, né à Paris le 15 avril 1915, veuf depuis 1961, domicilié 57 rue des Batignolles, embauché au garage en juin 1943. Eh oui, il travaillait chez nous depuis 30 ans. C'est mon père qui l'avait engagé. Rien de particulier à me signaler à son sujet? Rien de spécial, non? Mais c'était un homme assez effacé. Jamais la moindre erreur dans ses comptes, la ponctualité même. Je dois réfléchir, vraiment, je vois rien. Bon, sinon peut-être une petite marotte. Ah oui? Et laquelle? Notez que ce n'est pas très méchant. Me dites toujours. Boussard est assez porté sur les sciences occultes. Et ses théories sur la vie sont assez bizarres. Enfin, sur la vie, plus exactement sur la mort. Quel genre de théorie? Bien, selon lui, l'homme est composé de plusieurs corps. Ah. Oui, d'abord le corps physique, celui que l'on enterre après sa mort. Et ensuite, le corps spirituel, qui se sépare de son enveloppe charnelle quand l'homme rend le dernier soupir. Et c'est précisément à ce sujet que ses idées sont plutôt curieuses. Par exemple? Boussard prétend que le corps spirituel continue à vivre sur Terre, mais dans une autre dimension. C'est pourquoi on ne le voit pas. Il a, selon lui, une double tâche à remplir avant d'accéder aux sphères supérieures de la spiritualité. D'abord, se purifier. Le purgatoire, quoi. Oui, si vous voulez. Et puis ensuite, aider les humains à se parfaire afin de réduire au maximum leur période de purification, dans ce que vous appelez justement le purgatoire. En quelque sorte, un conseiller. Pas bien grave tout ça. Et d'après lui, comment les corps spirituels aideraient-ils les vivants? Je vous le donne en mille, inspecteur. Par le truchement des tables tournantes, j'imagine? Pas du tout. Par l'écriture automatique. Et cette écriture automatique, en quoi consiste-t-elle? On place devant soi une feuille de papier blanc, m'a-t-il expliqué. Et puis on prend dans la main un crayon dont on pose la pointe sur le papier, et là on attend, en prenant soin de faire le vide dans son cerveau. On attend quoi? Que les corps spirituels pénètrent en vous par je ne sais quel phénomène et impriment des mouvements au crayon. Celui-ci alors se met à écrire automatiquement, d'où le nom d'écriture automatique. Et ça donne quoi, cette fameuse écriture? Des phrases très cohérentes, paraît-il. Des conseils d'ordre spirituel comme... attendez, je me souviens. Attendez. Ah oui, c'est ça. Oui. La vie terrestre n'est qu'un passage destiné à te préparer à une existence glorieuse dans l'au-delà. Voilà. Ou alors, tu dois y penser chaque jour, enfin, etc., etc. Mais selon Boussard, l'écriture automatique n'est accessible qu'à certains élus. Ouais, il fait un peu de folie mystique, votre comptable. Les chiffres ont dû lui monter à la tête. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais eu la moindre incidence sur son travail. Après tout, chacun est libre de croire ce bon lui semble. L'essentiel est qu'il y trouve son bonheur, et que ce bonheur ne dérange personne. Et Boussard, malgré sa marotte, était absolument inoffensif. Bien. Saviez-vous qu'il portait une croix sur lui? En effet, oui. Ça colle d'ailleurs bien avec le personnage. Je me suis parfois demandé s'il ne se croyait pas plus ou moins chargé d'une mission céleste. Pourquoi cherchait-il à endoctriner ses camarades? Non. Mais il avait une certaine tendance à leur donner des conseils d'ordre spirituel, bien sûr, quand il lui faisait part de leurs ennuis. C'est toujours le ciel qui devait tout arranger. Un doux maniaque, quoi. Pensez-vous qu'il aurait pu se faire des ennemis au garage?
beau réfléchir, je ne vois vraiment pas qui aurait pu lui en vouloir au point de tirer sur lui. Peut-être y a-t-il dans son existence des zones d'ombre que vous ignorez, Monsieur Forrest. Peut-être. Oui, j'arrive. Qu'est-ce que c'est? Inspecteur Delmouli. Ah bon. Je suppose que vous venez me voir au sujet de Monsieur Boussard. Exactement. Bah, entrez. Je vais arrêter la radio. Vous fermez la porte, hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Connaissez-vous Boussard depuis longtemps? Ah, il était déjà locataire avant que je prenne la loge. Et moi, je l'occupe depuis 15 ans. Alors, vous voyez, hein? Quels étaient vos rapports avec lui? Ni bon ni mauvais. Faut vous dire que ces histoires de résurrection, c'est pas du tout mon genre. Pour moi, une fois qu'on est mort, on est bien mort. Si vous voulez mon avis, hein, il doit pas tourner bien rond. Sur quoi fondez-vous une telle opinion? Eh ben, pendant des années, il n'a cessé de me rebattre les oreilles avec mon âme et l'amour de son prochain. N'empêche qu'il m'a jamais donné de pourboire. Alors vous comprenez, l'amour du prochain dans ces conditions, hein. Et c'est tout? Mais il m'agaçait avec ces histoires d'une autre vie où tout est merveilleux et dans laquelle il n'y a ni riche, ni pauvre, ni maladie, ni souci. C'est bien trop beau pour être vrai. Mais faut être dingue pour croire à ces choses-là. Les croyants sont pourtant des gens normaux. Ah, je dis pas, mais moi, c'est pas mes idées. Une fois qu'on a cassé sa pipe, c'est fini. Ça, c'est une opinion toute personnelle. Non, mais vous y croyez, vous, à ces momeries? La question n'est pas là. Ainsi, voilà donc tout ce que vous reprochez à Monsieur Boussard. Ah, c'est déjà pas mal. Entre nous, quand on vous parle constamment de son amour pour le prochain et qu'on a fait ce qu'il a fait, hein? Quoi donc? Bah, je devrais pas vous le raconter, mais c'est plus fort que moi. Quand j'ai quelque chose sur le cœur, moi, faut que ça sorte. Bon, mais allez-y, je vous écoute. Ben, votre Boussard, c'est pas un personnage bien intéressant. Comment ça? Il y a 6 mois, son neveu, Monsieur Stéphane, était gravement malade. Comme il n'avait pas les moyens de se payer un spécialiste, il est allé voir son oncle, espérant qu'il lui viendrait en aide. Non seulement il n'a pas récolté un centime, mais Boussard lui a servi son petit sermon habituel. Il faut te remettre entre les mains du ciel. Il appartient peut-être à une secte qui refuse les soins médicaux. Oh, ça, j'en sais rien. Bon, en tout cas, quelques semaines plus tard, le pauvre gosse, il a été emporté par une pneumonie. Il avait 20 ans. Alors, vous comprenez, Boussard et sa charité, oh, laissez-moi rire. Un dingue, oui, voilà ce que c'est. Des bons hommes pareils, moi, ça me fait bouillir les sangs. C'est le père de Stéphane qui vous a raconté tout ça? Ben, comment que je l'aurais su? Je lis pas dans les étoiles avec un appareil électronique, moi. Vous le connaissez donc bien? Le père de Stéphane? Oh, ben vous pensez, je fais son ménage de temps en temps. Et gratuitement. D'ailleurs, c'est pas avec sa petite pension qu'il pourrait me payer. Comme ils disent à la mairie, c'est un économiquement faible. Il habite au 6e dans une mansarde, 3 maisons plus bas. J'imagine qu'il ne doit pas porter Boussard dans son cœur. Cette question. Mettez-vous à sa place. Pouvez-vous me donner son nom? Oui, Monsieur Alain Bouchet. Attendez, je note. Et son adresse? 6 rue des Dames, dans le 17e. 6 rue des Dames. À propos, est-ce que, par hasard, Monsieur Bouchet porterait une barbe? Ah oui? Pourquoi? Routine professionnelle, madame. Connexion.
Monsieur Alain Boucher, Oui, lui-même. inspecteur d'Elmouli. Ah bon? Vous êtes bien le beau-frère de Jacques Boussard? Oui, Pourrais-je avoir un entretien avec vous? certainement. Entrez donc. Que voulez-vous savoir, au juste? Quels sont vos rapports avec Boussard? Je n'en ai plus depuis 6 mois. À cause de la mort de votre fils? Tiens. Drôlement bien faite, la police. Ah oui, je vois. C'est la gardienne d'à côté qui vous en a parlé. En effet. Par conséquent, vous savez tout. Je sais en tout cas que vous n'étiez pas au mieux avec lui. Si vous aviez été à ma place, vous n'auriez pas envie de lui tresser les couronnes. Peut-être n'avait-il pas les moyens de vous aider? Lui, pas les moyens. Je voudrais bien avoir le centième de ce qu'il possède. Il est donc si riche? Il n'est pas à plaindre. Décidément, vous lui en voulez beaucoup. Pas seulement qu'un peu. Ne craignez-vous pas, monsieur Boucher, qu'on puisse interpréter vos déclarations d'une certaine façon? Je vous vois venir. Mon fils est mort à cause de lui. Par conséquent, je me suis vengé. Cette idée ne vous a jamais traversé l'esprit? S'il fallait tuer tous ceux qui vous ont fait des vacheries, les cimetières ne seraient pas assez grands. Donc, tranquillisez-vous sur ce point, je ne suis pas un sanguinaire. Vous pouvez, j'imagine, me dire ce que vous faisiez le soir où il a été abattu. Comme d'habitude, j'étais chez moi. Quand on n'a pas de sous, on ne se balade pas la nuit, surtout à cette heure-là. Vous pouvez le prouver? Comment peut-on prouver qu'on est dans son lit? Ah, vous, les policiers, vous en avez de bonnes. À défaut d'autre chose, peut-être pouvez-vous me dire de quelle couleur est votre manteau? Oh, ça c'est facile. D'autant que je n'en ai qu'un. Il est gris. Habituellement, vous portez un chapeau? Avec ce qui me reste de cheveux, je suis bien obligé. Ce n'est pas que j'aime ça, mais depuis des années, je traîne une sinusite chronique. Dans ces conditions, je vais être dans l'obligation de vous confronter avec le conducteur du métro qui, la nuit de l'attentat, a chargé un voyageur dont le signalement ressemble curieusement au vôtre. Si vous y tenez, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais plutôt que de perdre votre temps avec cette confrontation, vous feriez beaucoup mieux, sans vouloir vous donner de conseils, de faire un petit tour dans l'appartement de Boussard. Pourquoi? Vous pourriez y découvrir des choses intéressantes. Quoi, par exemple? Un corbeau. Vous savez ce que c'est? Voudriez-vous insinuer par là que Boussard pratiquait ce genre de littérature? Dans une certaine mesure. Soyez plus précis. Oh, ce n'est pas le genre de gars qui signe l'ami qui vous veut du bien, non. Lui, il appartiendrait plutôt à la catégorie des consolateurs. Comment ça, des consolateurs? Dès qu'un bonhomme est dans le malheur, il est là. Un peu comme les charognards. C'est-à-dire? Il a tendance à vouloir consoler tout le monde. Au nom du ciel, bien entendu. Et si vous voulez mon avis, ça m'étonnerait pas que son truc se soit retourné contre lui. C'est très joli, les lettres anonymes. Mais il arrive parfois qu'on tombe sur un os. Ouais. Il faudrait alors admettre que monsieur ou madame X avait reconnu son écriture. C'est ce que je me tue à vous faire comprendre. Bonjour, patron. Salut, Delmouli. Asseyez-vous, mon vieux. Merci. Alors, cette perquisition chez Boussard, Instructive, patron. Très instructive, même. qu'est-ce que vous avez découvert? Des brouillons de lettres anonymes, mais d'un genre très particulier. Ouais. Et pour ces messieurs du Quai des Orfèvres, ce sera quoi? Ah, bonjour, Paul. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, inspecteur. Bonjour, Paul. Si je peux me permettre, je vous conseillerais le cassoulet maison. C'est la spécialité du chef. Va pour le cassoulet. Et vous, Delmouli? D'accord, mais auparavant, je prendrais bien des crudités. Ah oui, ça c'est une idée, ça tient moi aussi. De la bière comme d'habitude? Oui, bien sûr. 2 crudités, 2 cassoulets, 2 brunes pour le cap, chef. Alors, Delmouli, vous disiez des lettres anonymes d'un genre spécial? Vous allez en juger, patron? Écoutez ça. C'est l'heure de se tourner vers celui qui peut tout. Celui avec un C majuscule, s'il vous plaît.
Voilà venu le temps de penser à ton âme, toi qui vas bientôt quitter ton enveloppe charnelle et comparaître devant Dieu. Et c'est signé, tenez-vous bien, une âme sœur qui prie pour toi avec ferveur. Eh bien. Comme vous disiez, alors c'est vraiment un corbeau d'un genre très insolite. Eh bien, décidément, je vais finir par être de l'avis de sa gardienne. Ce Boussard ne tourne pas très rond. Ouais. Tenez, voilà les crudités et les bières pour commencer. Bon appétit. Merci. Mais servez-vous, mon vieux, allez-y. Merci. Dites à propos, le beau-frère de Boussard. J'ai procédé à une confrontation avec le conducteur du métro. Rien de très positif de ce côté-là. Il croit reconnaître la silhouette, mais on n'en est pas certain. Non, rien d'étonnant, hein. Avec le nombre de barbus qui circulent à Paris. J'ai également perquisitionné chez lui. Aucune arme, et il s'en est débarrassé si c'est lui qui a fait le coup. Dites, à propos de votre lettre anonyme, quelque chose qui me gêne. Quand Boussard a refusé d'aider le jeune Stéphane, Oui. il lui avait tenu à peu près les mêmes raisonnements. Bon. Alors, on peut donc se demander s'il ne destinait pas cette lettre à une personne gravement malade, puisqu'il a la réputation d'être le consolateur des cas désespérés. Ce serait en tout cas dans la logique du personnage. Alors, en fouinant un peu dans son entourage, vous pourriez peut-être découvrir le ou la malade qu'il tentait de consoler. Vous pourriez nous mettre sur une piste. Vous avez la même idée que Boucher. Ah oui? Que pense-t-il de cette éventualité? Que le destinataire a reconnu l'écriture et qu'il a mal accueilli ses consolations. S'il est gravement malade, son moral doit en prendre un fameux coup quand on vous annonce que vous allez bientôt quitter votre enveloppe charnelle, comme l'écrit Boussard. Et pour peu que votre corbeau, dans sa folie mystique, en ait été prodigue. On peut même imaginer que ces lettres ont pu hâter la fin du ou de la malade. Mais c'est peut-être cet événement qui a tout déclenché. Il expliquerait en tout cas la rage avec laquelle on a tiré sur Boussard. Donc, non, c'est un familier ou un proche qui a fait le coup. Enfin, du moins, si cette hypothèse est valable. C'est ce que nous allons vérifier. Tenez, voilà 2 cassoulets dont vous me donnerez des nouvelles. Attention, le plat est brûlant. Respirez-moi ce filet. Non, mais j'en ai l'eau à la bouche. Merci, Paul. Tout spécialement mitonné par le chef pour le quai des Orfèvres. Bon appétit. Ça. Merci. Merci. Oui. Ça, c'est sympathique. Bien, merci. Bon, ça y est, c'est servi. Non, c'est fameux, ça. Ah, mais à propos, attention, c'est chaud. Oui, vous disiez Delmoulin, là, qu'est-ce que vous disiez? Non, je disais que j'allais vérifier votre hypothèse. En grenouillant dans l'entourage de Boussard, je finirai bien par découvrir un malade qui a cassé sa pipe peu de temps avant que le comptable soit transformé en passoire. Enfin, ne perdez tout de même pas de vue le dénommé Boucher. Il a l'air de connaître pas mal de choses, celui-là. Et son comportement me paraît pas très catholique. Je m'excuse, Monsieur Forrest, de vous déranger à nouveau. Mais vous ne me dérangez pas, inspecteur. D'ailleurs, ma journée est terminée, j'étais sur le point de quitter mon garage. En quoi puis-je vous être utile? Ma question va peut-être vous sembler un peu bizarre, mais savez-vous si dans l'entourage de votre comptable, Jacques Boussard, il y avait quelqu'un de gravement malade, un parent ou un ami? Je comprends, oui. Il est même mort dans d'atroces souffrances. Un cancer généralisé qu'il a emporté en un mois. Qui était-ce? Mon chef mécanicien. Et il y a longtemps? 2 semaines environ. Marié? Oui. Des enfants? Non. Comment sa femme a-t-elle surmonté l'événement? Oh, plutôt mal. Elle fait peine à voir. Depuis la maladie de son mari, elle a bien maigri de 15 kilos. Il est vrai qu'elle en a tellement vu, surtout à la fin. Voudriez-vous me communiquer son nom et son adresse? Bien sûr. Madame Catherine Pierry. Catherine Pierry? Avec un Y. 40 rue Truffaut, dans le 17e. Oui. Merci. Et auriez-vous l'intention de lui rendre visite? Oui. Serait-il indiscret de vous en demander la raison? Les besoins de l'enquête. Pour le moment, je ne puis vous en dire davantage. Excusez-moi. Et Boussard, vous avez des nouvelles récentes? Moi, je ne peux pas en obtenir. L'hôpital s'y refuse catégoriquement. Ils ont reçu les ordres. Ah bon?
Bon, ce que je puis vous dire, c'est qu'on n'a pas encore réussi à lui retirer la balle qui s'est logée dans la colonne vertébrale. Son état reste stationnaire. Et pensez-vous qu'il s'en tirera? Difficile à dire. En tout cas, s'il en réchappe, il reviendra de loin. Vous avez pu l'interroger? Non, pas encore. Il est toujours dans le coma. Décidément, j'ai pas de chance cette année. D'abord mon premier mécano qui meurt d'un cancer généralisé. Ensuite mon comptable qui est abattu. Jamais 203, hein. Je me demande quelle catastrophe va encore me tomber sur la tête. Oh, monsieur l'inspecteur, un véritable martyr. Dans les derniers temps, les piqûres de morphine ne le soulageaient même plus. Vous ne pouvez savoir ce que l'on éprouve, inspecteur, lorsqu'on assiste impuissante à une agonie aussi atroce. Je l'imagine aisément, Madame Pierry, car j'ai eu un cas semblable dans ma famille. Alors vous devez comprendre. On passe de l'espoir au désespoir, on attend le miracle. Puis, devant cette lente et inexorable dégradation, on finit par tout maudire, les médecins, la science et même parfois le ciel. Quand je pense à tous les projets qu'il échafaudait pour sa retraite et mourir dans des conditions aussi douloureuses après toute une vie de travail. Non, vraiment, c'est trop injuste. Votre mari était-il croyant? Oui, heureusement d'ailleurs. Sans quoi il n'aurait pu supporter tout ce qu'il a enduré. Et vous, Madame Pierry? Je ne sais plus. Dois-je comprendre que vous l'étiez avant la mort de votre mari? Je l'étais. Madame Pierry, j'aimerais vous poser une question. Je vous écoute. Dans les jours qui ont précédé sa mort, votre mari a-t-il reçu des lettres d'un genre particulier? Effectivement. D'un genre même très particulier. Anonyme, d'ailleurs. Je vois. J'imagine que vous avez essayé de déterminer l'identité de l'expéditeur. Effectivement, mais je n'y suis pas parvenue. Connaissez-vous Jacques Boussard? Le comptable du garage? Oui. Personnellement, je ne l'ai jamais rencontré. Mon mari m'en a parlé quelquefois. En quels termes? C'était un homme un peu bizarre, qui avait une curieuse conception de la foi. Mais pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Parce que je me demande si l'auteur de ces lettres anonymes, ce ne serait pas lui. J'avoue n'avoir jamais fait un tel rapprochement. En sa qualité de comptable, c'est lui qui établissait les fiches de paye de votre mari. Vous auriez pu être frappé par la similitude des écritures, d'autant que Boussard ne déguisait pas tellement la sienne dans ses lettres anonymes. Qu'en savez-vous? Je possède un brouillon de ces lettres. C'est donc lui qui se serait livré à des actions si abjectes? Je m'excuse, Madame Pierry, mais j'ai peine à croire que vous n'ayez pas reconnu son écriture, d'autant qu'il établissait les fiches de paye de votre mari depuis 25 ans. Mais où voulez-vous en venir, monsieur l'inspecteur? Vous n'ignorez pas qu'on a tenté de tuer Boussard? Évidemment. Et alors? Essayez de vous mettre à la place d'un policier, Madame Pierry. Vous recevez des lettres qui ébranlent sérieusement le moral de votre mari. Des lettres qui, sans doute, ont hâté sa fin. Vous osez insinuer que... Dans l'état d'esprit où vous vous trouviez, vous auriez quelques circonstances atténuantes. Réaction logique, sinon humaine. Mais je ne vous permets pas, monsieur, de porter de telles accusations. Vous assistez à la lente agonie de votre mari. Vous êtes impuissante devant le drame. Il meurt. Vous vous retrouvez brusquement seul. Vos souvenirs vous submergent. Boussard est l'homme qui a amplifié vos souffrances et celles de votre mari. C'est lui que vous tenez pour responsable d'avoir abrégé sa vie en le torturant avec ses consolations fallacieuses. Non! Cet être malfaisant a constamment dressé le spectre de la mort devant votre mari, tandis qu'il luttait désespérément pour survivre. Alors il doit payer. C'est faux, c'est faux! D'ailleurs, je ne possède pas de revolver. Comment aurais-je pu le tuer? Alors, Delmouli? Eh bien, patron, quand j'ai eu l'autorisation de perquisitionner, j'ai fouillé la maison de fond en comble et j'ai trouvé un pistolet dans le tiroir du secrétaire. Un 7,65, le même calibre que celui qui a servi à abattre Boussard. Pour un peu, je me serais laissé prendre aux protestations d'innocence de Madame Pierry. Elle paraissait si sincère. Alors, tout est bien qui finit bien. Oh non.
Parce qu'elle ne reconnaît toujours rien. Elle affirme même n'avoir jamais vu cette arme chez elle. Enfin, il devait bien y avoir des empreintes. Aucune. Le pistolet avait été soigneusement essuyé. Je l'ai confié au laboratoire et ils sont en train de travailler dessus. Bon, il n'y a plus qu'à attendre pour être fixé. On verra bien s'il s'agit effectivement de la même arme. Corias, votre Madame Pierry? Jetez donc un coup d'œil sur le procès-verbal de son dernier interrogatoire. Ainsi, Madame Pierry, vous persistez dans vos déclarations. Je n'ai jamais vu ce revolver. On l'a trouvé chez vous, dans un tiroir de votre secrétaire, et vous ne l'avez jamais vu. Il est venu là par l'opération du Saint-Esprit? Je vous répète qu'il n'y a jamais eu d'arme chez nous. Vous êtes incapable d'apporter la moindre preuve sur votre emploi du temps le soir où Boussard a été abattu. On découvre cette arme chez vous, une arme que vous prétendez ne pas connaître, et malgré tout... Je suis innocente! Je suis innocente! Je vous répète que je ne l'ai jamais vue. D'ailleurs, si j'avais été l'auteur de cette agression, je n'aurais pas poussé l'inconscience jusqu'à conserver une arme aussi compromettante chez moi. Je veux bien le croire, mais peut-être avez-vous été surprise par la rapidité de notre perquisition. C'est grotesque. Dites-moi, Madame Pierry, avez-vous l'intention de vous moquer de moi longtemps? Les preuves sont accablantes, et vous persistez à nier. Faites de moi ce que vous voudrez, inspecteur. Depuis la mort de mon mari, je n'ai plus grand-chose à attendre. Mais vous ne me ferez pas avouer un crime que je n'ai pas commis. À supposer que ce pistolet ne vous appartienne pas, comment expliquez-vous sa présence dans le tiroir de votre secrétaire? Votre appartement n'est tout de même pas un moulin à vent. Je ne me l'explique pas. Voilà, patron, c'est tout ce que j'ai pu en tirer. En effet, elle est vraiment très coriace. Commissaire Simon Poli, j'écoute. Ici le laboratoire. C'est au sujet du 765. Il s'agit bien de l'arme avec laquelle Boussard a été abattu. Vous en êtes certain? Ah, pas le moindre doute, monsieur le commissaire. Les balles sont identiques. Bon, merci. Alors, Denmouli, vous avez entendu? J'aurais eu du mal, patron, à ne pas entendre. Pas très discret, votre téléphone. Oh, ça fait des mois que je demande qu'on le change, mais si vous connaissez l'administration... Non, ne m'en parlez pas. Pour avoir une simple gomme, il faudra bientôt demander la signature du ministre. Avec cette nouvelle preuve, je me demande ce qu'elle va encore trouver à nous raconter pour se justifier. Eh bien, nous allons le savoir tout de suite. Elle est dans mon bureau. Voulez-vous venir, Madame Pierry? Asseyez-vous. Madame Pierry, il est grand temps maintenant de nous dire toute la vérité, car le pistolet trouvé chez vous est celui qui a servi à battre M. Boussard. Notre laboratoire est formel. Je n'ai rien à changer à ma déposition. Je suis innocente. Permettez-moi de vous dire que votre système de défense est d'une absurdité sans nom. Madame Pierry, cela ne sert à rien de persister dans votre attitude. Je possède actuellement suffisamment de preuves pour vous faire inculper de tentative de meurtre. Et vous n'avez rien à espérer de la justice en niant l'évidence. Je ne peux tout de même pas m'accuser d'un crime que je n'ai pas commis. Non, Madame Pierry, vous n'allez pas recommencer. Commissaire Simon Poli, j'écoute. Est-ce que Delmouli est chez vous, patron? Oui, je vous le passe. Il y a Delmouli, c'est pour vous. Merci. Delmouli, j'écoute. Je vais vous en apprendre une bien bonne au sujet de Boussard. Attendez une minute. Dites, patron, pourrais-je vous demander de ramener Madame Pierry dans mon bureau avec ce téléphone qui résonne? Oui, d'accord. Veuillez me suivre, madame. Bon, allez-y. Je reviens donc de chez Boussard, enfin de son appartement, et je vous donne en mille ce que j'ai découvert au cours de ma nouvelle perquisition. Bon, je n'ai pas le temps de jouer aux devinettes, venons-en au fait du bois. En fouillant dans une armoire, j'ai trouvé sous une pile de drap la bagatelle de 15 millions d'anciens francs. Eh ben, pour un petit comptable. Ben voilà, je tenais à vous signaler ce petit détail. Bon, merci. Patron. Oui. Du nouveau. Oh, j'ai entendu. Avec ce foutu téléphone. En général, quand on possède un tel magon, on le dépose dans une banque, à la caisse d'épargne, ou on souscrit un emprunt. Sans doute ne tenait-il pas à ce qu'on connaisse le montant de sa fortune, ou sa provenance. Et dire qu'on ne peut même pas l'interroger. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre ce fric et les 4 balles? Avec un tel bonhomme, je m'attends à tout.
En attendant de connaître l'origine d'une telle somme, il faudrait peut-être en finir avec Madame Pierry. On va la faire revenir. Voulez-vous revenir, madame? Alors, toujours dans les mêmes dispositions, Madame Pierry? La vérité n'a pas 36 visages. Comme vous voudrez. Patron, je vais aller enquêter sur ce que vous savez. Je vous la confie. Vous aurez peut-être plus de chance que moi. On va essayer. Mais tenez-moi au courant de votre enquête. Ok, patron. Dites-moi, Monsieur Boucher, lors de notre dernier entretien, vous m'avez déclaré que votre beau-frère, Monsieur Boussard, n'était pas à plaindre et que vous aimeriez bien avoir le centième de ce qu'il possède. C'est bien cela? En effet. Pourtant, une situation de comptable dans un garage, ça ne va pas chercher bien loin comme salaire. Je suis bien de votre avis. Il n'empêche qu'il possède un joli petit magot. Des économies, sans doute. Mais au fait, d'où tenez-vous ces renseignements? Oh, c'est bien simple. Un jour, j'étais chez lui, avant qu'on se fâche, évidemment. Oui, j'avais besoin de certains détails pour établir mon arbre généalogique. Hein? Et oui, c'est ma passion, se distraire comme on peut. Venons-en au fait, voulez-vous? Je lui ai donc demandé de me montrer certains papiers de famille. Il a ouvert une armoire et il a fouillé sur une planche située tout en haut du meuble. Je ne sais pas comment il s'y est pris. Toujours est-il que sa chaise a basculé. Il s'est rattrapé à la planche pour ne pas tomber, mais sous son poids, tout a dégringolé, la planche, les vêtements et lui. Et c'est là le plus beau de l'histoire. Des liasses de billets bien épinglés ont suivi le mouvement. Et croyez-moi, il y en avait un sacré paquet. C'est bien simple. Je n'en ai jamais autant vu de ma vie. Et alors? Il avait l'air furieux que je fasse cette découverte. Bien entendu, je me suis étonné de cette avalanche de billets. Mettez-vous à ma place. Je lui ai demandé, en riant, s'il n'avait pas gagné le gros lot ou s'il n'avait pas trucidé une rentière. Je ne sais pas si la plaisanterie lui a déplu. Toujours est-il qu'il a piqué une colère noire et qu'il m'a carrément foutu à la porte. Voilà toute l'histoire. Et nos relations se sont arrêtées là. N'empêche que votre fils est allé le voir au moment de sa maladie. Enfin, c'était un cas de force majeure, puisqu'il m'était impossible d'aider Stéphane à se soigner. Je savais que Boussard avait de l'argent. J'ai donc conseillé à mon fils d'aller le voir. Comme il nous parlait tout le temps de l'amour de son prochain, je pensais qu'il aurait un geste. Le gosse n'a même pas eu le temps d'entrer chez lui. Il l'a écouté sur le palier, et quand il a connu l'objet de sa démarche, il lui a claqué la porte au nez. Vous n'avez aucune idée de la provenance de cet argent? En tout cas, elle ne doit pas être très catholique. Monsieur Boucher, quand la police a perquisitionné chez votre beau-frère, elle y a découvert 15 millions d'anciens francs. Mazette. Je ne pensais pas qu'il en avait tant. Et elle a également constaté qu'on avait tenté de forcer la serrure pour s'introduire dans l'appartement pendant son absence. Sans doute s'agissait-il de quelqu'un qui savait trouver une somme assez rondelette. Ce qui signifie? N'étiez-vous pas une des rares personnes, sinon la seule, à connaître l'existence de cet argent? Si je comprends bien, inspecteur, vous me considérez comme son meurtrier. Je l'aurais abattu pour tenter de m'approprier ces millions. La dernière fois, c'était pour venger la mort de mon fils. Maintenant, c'est pour le fric. Enfin, voyons, si j'étais réellement coupable, je ne vous aurais jamais parlé de cet argent. On ne réalise pas toujours au début l'importance de ces déclarations. D'autre part, comment saviez-vous qu'il écrivait des lettres anonymes? Car ça aussi, c'est vous qui me l'avez dit. Oh là là. J'aurais mieux fait de la boucler quand vous êtes venu me voir la première fois. Alors, répondez. Ça, c'est plus difficile à expliquer. Alors, un jour, j'étais allé le voir. Je croyais que vous étiez fâché avec lui. C'était avant toutes ces histoires. Il était couché avec une forte bronchite. Au moment où j'allais partir, il m'a chargé de poster une lettre urgente. Je l'ai mise dans ma poche. Je l'ai complètement oubliée. Ensuite? Il y avait un bout de temps qu'elle traînait dans mon veston, et comme elle était urgente, j'ai pensé qu'il était trop tard pour la mettre à la boîte. J'ai voulu la déchirer, et puis... Vous vous êtes ravisé et vous l'avez ouverte. Hein? Exactement. Pas très joli, tout ça. Je suis bien de votre avis. Mais qu'est-ce que vous voulez, on ne réfléchit pas toujours. On a parfois
des impulsions bizarres. Qu'y avait-il dans cette lettre? Des trucs qui m'ont drôlement fait rigoler. Quoi? Vous n'allez pas me croire, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Attendez. Ah, voilà. Remettons-nous entre les mains de celui qui peut tout, afin qu'il nous reçoive dans son paradis, où il n'y aura plus de souffrance. Et c'était signé? Et une âme sœur qui prie pour toi avec ferveur. Un corbeau pas ordinaire, ce Boussard, vous ne trouvez pas, inspecteur? Qu'avez-vous fait de cette lettre? Je l'ai déchirée, tiens. Et à qui était-elle adressée? À Monsieur Pierry, le premier mécano de son patron, mort d'un cancer il y a quelques semaines. Et vous n'avez rien fait pour mettre un terme à cette odieuse correspondance? Si. Quoi? J'ai envoyé une lettre. Vous avez prévenu la femme de Pierry? Non. J'ai avisé Monsieur Forest, le patron de Boussard. Anonymement, bien entendu. Ainsi, Monsieur Forest, vous étiez au courant de cette correspondance et vous n'êtes pas intervenu. Que vouliez-vous que je fasse? Mais enfin, la vie d'un homme était peut-être en jeu. De toute façon, avec son cancer généralisé, Pierry était condamné à brève échéance. Et vous n'avez pas songé une minute aux effets désastreux que pouvaient avoir ces lettres sur le psychisme de votre employé? Évidemment, mais quoi faire? Provoquer un scandale? En tout cas, si Boussard n'avait pas été abattu dans le métro, je l'aurais licencié. Et s'il en réchappe, c'est ce qui lui pend au nez. Comme vous, je suis scandalisé par son attitude. Mais tout est venu en même temps, ou presque. La mort de mon chef mécano, l'attentat... Allô? Ici Forest, j'écoute. Ne quittez pas, je vous le passe. C'est pour vous, inspecteur. Ah. Allô? Ah, c'est vous, patron. Oui. Ah bon? Ah mais c'est intéressant, ça. Vous avez eu plus de chance que moi. Et j'avoue que je n'avais pas pensé lui poser cette question. Oui? Bon, je vous remercie. Eh bien, on va s'en occuper. Oui. Vous disiez donc, Monsieur Forest? Que si jamais il se rétablit, je le fous à la porte. Mais j'ai pas besoin de corbeau dans mon garage. Je comprends ça. En attendant, Boussard a été bien puni. Oui, mais dans sa folie mystique, il croyait faire le bien. Dites-moi, Monsieur Forest, après la mort de Monsieur Pierry, n'êtes-vous pas allé voir sa femme pour lui remettre un chèque? Et en effet, Pourquoi ne pas l'avoir expédié par la poste? Par égard pour Madame Pierry, son mari a tout de même travaillé chez moi pendant près de 30 ans. C'était un bon ouvrier, efficace, honnête. Vous avez eu des égards après sa mort, mais vous n'en avez eu guère avant, alors que vous saviez pertinemment que ses souffrances étaient amplifiées par des messages anonymes. Curieux, votre comportement. Je ne vous suis pas très bien, monsieur l'inspecteur. Êtes-vous bien certain d'avoir rendu visite à Madame Pierry dans le seul but de lui remettre ce chèque? Quelle question! Où voulez-vous en venir? Vous ne voyez vraiment pas? Alors, écoutez-moi bien. Après la mort de Monsieur Pierry, sa femme n'a reçu en tout et pour tout que 2 visites. Un collègue d'atelier et vous-même. Et alors? Alors, l'un des deux a profité de l'occasion pour déposer un pistolet dans le tiroir d'un secrétaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous avons déjà enquêté sur le collègue de Monsieur Pierry, un certain Malimas. Il est totalement hors de cause, d'autant que le soir de l'agression, il se trouvait en province. Autrement dit? Très bien organisée, votre mise en scène, Monsieur Forest. Et préparée de longue date. On commence par me parler d'une certaine marotte de Boussaran, feignant de n'y attacher aucune importance, et on espère ainsi orienter mes recherches. Là-dessus, arrive cette fameuse lettre anonyme qui va précipiter les événements. Vous spéculez sur les réactions que l'on va prêter à Madame Pierry, et pour parfaire votre œuvre, il faut que la police découvre une preuve irréfutable au propre domicile de Catherine Pierry. Quelle imagination! Alors vous ajoutez une pierre à l'édifice. Grâce à ce fameux chèque,
Vous avez un prétexte tout trouvé pour vous introduire chez Madame Pierry et vous profitez de l'occasion pour y déposer l'arme du crime. C'est qu'elle en avait, Madame Pierry, des raisons d'en vouloir à Boussard. Elle ne pouvait être que la suspecte numéro 1. Ahurissant. Ahurissant! Enfin, pour quelle raison aurais-je tué mon comptable, inspecteur? Bonne question, Monsieur Forrest. Et qui va me permettre de vous en poser une seconde. Auparavant, je vous signale néanmoins un petit détail fort ennuyeux pour vous. Monsieur Boussard vient de sortir du coma. Vous n'allez pas me dire qu'il m'accuse de cette tentative de meurtre? Pas précisément. Je me demande d'ailleurs pourquoi il le ferait. S'il est sorti du coma, il n'a pas été pour autant en mesure de faire de longues déclarations. Cependant, dans son délire, il a prononcé quelques petites phrases dans lesquelles votre nom est souvent revenu. Quoi d'étonnant à cela? Il est employé chez moi. En reprenant connaissance, il a tout naturellement pensé à son patron. Depuis le temps que nous travaillons ensemble... Sans doute, et c'est précisément ce qui va me permettre de vous poser la seconde question. En prononçant votre nom, il a répété à plusieurs reprises... Ne tirez pas, je ne vous demanderai plus d'argent. Ça ne vous rappelle rien? Absolument pas. S'il s'engageait à ne plus vous demander d'argent, c'est qu'il vous en réclamait auparavant. Et ce n'était vraisemblablement pas pour une simple promotion. En réalité, Boussard exerçait sur vous un chantage auquel vous ne pouviez échapper. C'est pourquoi nous avons trouvé chez lui la bagatelle de 15 millions d'anciens francs. Une fortune pour un simple comptable. Il les aura économisés depuis qu'il travaille chez moi. C'est précisément ce que nous allons vérifier en examinant sérieusement votre compte en banque. Mais de quel droit? Je vais de ce pas chez le juge d'instruction pour l'obtenir. Inutile. Enfin raisonnable, Forrest. Alors, si vous me parliez un peu de ces 15 millions découverts chez votre comptable que rien dans sa situation ne permet de justifier. Un soir, rue de Rome, j'ai grillé un feu rouge. Juste au moment où un piéton traversait la chaussée. Il a été tué sur le coup. Et j'ai appuyé sur le champignon. Mais alors j'ai eu peur des suites. Si j'avais su ce qui m'attendait avec Boussard à mes côtés, dans ma voiture, je vous jure que j'aurais agi autrement. Après tout, c'était un accident. Et dans ces moments-là, on ne réfléchit pas. C'est alors qu'a commencé le chantage? Oui. J'ai dû payer son silence. De mois en mois, il est devenu plus exigeant. J'allais à la ruine. Un jour, cette fameuse lettre anonyme est arrivée, fort à propos. J'ai soudain réalisé tout le bénéfice que j'allais pouvoir en tirer. Vous débarrassez de Boussard en faisant porter la responsabilité du meurtre sur Catherine Pierry. La mort de Boussard était le prix de ma liberté. J'ai acheté une barbe postiche. Vous connaissez la suite. Il a encore de la veine que Boussard ne soit pas mort. Ouais. Il s'en tirera avec le minimum. En attendant, drôle de type que ce Boussard. D'un côté, des lettres empreintes de charité. Du moins, c'est ainsi qu'il voyait les choses. De l'autre, un odieux chantage qui lui a valu 4 balles dans la peau. Et vous savez pas la meilleure, Denmouli? Quoi donc, patron? Avec ses 15 millions, il avait l'intention d'offrir à Madame Pierry une bicoque à la campagne. On a bien raison de dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions.
C'était l'heure du mystère. Germaine Beaumont a choisi pour vous ce soir 4 balles pour le comptable de Jean Volmier, avec Jean Péméja, l'inspecteur, Raoul Guillet, le commissaire de police, Hugues Liez, le conducteur de métro, Michel Clinchy, le mécanicien, Robert Martin, le garçon de restaurant, Pierre Delbon, Forest, Gaëtan Jor, boucher, Viviane Gosset, la gardienne, et Monique Thierry, Catherine Pierry. Bruitage, Louis Matabon. Chef opérateur du son, Sam Nieswiski. Collaborateur technique, François Tandé. Assistante, Christine Berlamont. Réalisation, Georges Gravier.